Tu te réveilles un lundi matin. Tu ouvres ton application bancaire. Ton salaire vient d'arriver. Pendant une demi-seconde, tu te sens riche. Puis, tu regardes les factures. Loyer, voiture, abonnement, carte de crédit. Et ton cerveau fait le calcul tout seul. Ok, je vais encore juste survivre ce mois-ci. Tu travailles, tu gagnes plus qu'avant, mais bizarrement, ta vie financière ressemble toujours à un tapis roulant. T'avances, mais tu ne vas nulle part. Et tu te dis peut-être, je fais pourtant tout ce qu'on m'a dit de faire, alors pourquoi je suis encore coincé? Je m'appelle John et je passe beaucoup de temps à penser à l'argent et au comportement financier. Si t'es quelqu'un qui travaille dur, qui gagne un revenu correct, mais qui a l'impression d'être coincé dans une boucle où l'argent disparaît dès qu'il arrive, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Voici le truc. La plupart des gens pensent que la classe moyenne est un niveau stable, comme si tu pouvais t'y installer confortablement. Mais économiquement, ce n'est pas vrai. La classe moyenne est une zone instable. Tu montes ou tu descends. Et si t'es bloqué dedans pendant 30 ans, ce n'est presque jamais à cause d'un gros échec. C'est à cause de petits pièges invisibles que tu ne vois même pas comme des erreurs. Selon la Federal Reserve, près de 60% des Américains ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 $ sans s'endetter. Et pourtant, beaucoup de ces gens gagnent plus de 60 000 $ par an. Donc le problème n'est pas le revenu. Le problème, c'est la structure de leurs décisions. On va voir aujourd'hui 6 pièges invisibles qui te condamnent à rester dans la classe moyenne. Et plus on avance, plus ça devient intéressant. Parce que les derniers pièges sont ceux que même les gens bons avec l'argent font. Premier piège, confondre revenu élevé et richesse. Écoute, c'est probablement le piège le plus dangereux parce qu'il est socialement récompensé. Tu gagnes plus, donc tu penses que tu progresses. Mais la richesse, ce n'est pas ce que tu gagnes, c'est ce que tu gardes et ce que tu fais travailler. Voici un exemple simple. 2 personnes. La première gagne 80 000 $ par an et dépense 78 000. La seconde gagne 50 000 $ par an et dépense 35 000. Qui est plus riche? La deuxième, parce qu'elle met 15 000 $ de côté chaque année. La première met 2 000 $. Maintenant, tu prends ça sur 20 ans. La personne à 15 000 $ par an, investie à 7% par an, ça donne environ 615 000 $. L'autre à 2 000 $ par an, ça donne environ 82 000 $. Et pourtant, la première avait un salaire beaucoup plus impressionnant. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Un salaire élevé peut masquer une pauvreté structurelle. Tu as l'impression d'être riche parce que tu peux consommer plus, mais tu construis moins. Psychologiquement, ton cerveau adore le statut visible. Une voiture, une maison, des vacances, mais la richesse est invisible. Et ce que ton cerveau ne voit pas, il ne le respecte pas. Deuxième piège, l'inflation de style de vie. Maintenant, tu penses peut-être « Ok John, mais si je gagne plus, c'est normal que je vive mieux. » Oui, jusqu'à un certain point. Mais le problème, c'est quand chaque augmentation devient une excuse pour augmenter ton niveau de vie au même rythme. Tu gagnes 3 000 $ par mois, tu vis comme quelqu'un à 3 000 $. Tu gagnes 4 000 $, tu vis comme quelqu'un à 4 000 $. Résultat, zéro accélération financière. C'est comme courir sur un escalator qui descend. Tu fais des efforts, mais tu restes au même endroit. Les données montrent que quand les revenus augmentent de 10%, les dépenses augmentent en moyenne de 8 à 9%. Donc, la majorité des gens transforment leurs augmentations en abonnements, en crédit auto, en restaurant plus cher. Et voici la partie psychologique. Ton cerveau adore l'association amélioration de vie et sécurité émotionnelle. Tu te dis « je mérite ça ». Et parfois, c'est vrai. Mais tu confonds récompense et stratégie. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que les riches font exactement l'inverse. Ils laissent leur niveau de vie augmenter lentement, mais leur taux d'épargne exploser. C'est invisible socialement, mais mathématiquement, c'est dévastateur. Troisième piège, croire que la maison est toujours un actif. Ah, celle-là, elle est sacrée. Acheter, c'est mieux que louer. Écoute, parfois, oui, mais pas toujours. Et surtout pas quand t'achètes trop tôt, trop gros ou trop émotionnellement. Une maison est un actif seulement si elle améliore ta situation financière. Si ton crédit immobilier, tes taxes, tes réparations et ton entretien te prennent 40% de ton revenu, ce n'est pas un actif, c'est un animal de pognetaire très cher. Prenons un exemple. Tu achètes une maison à 350 000 $ avec 5% d'apport. Ton paiement mensuel est de 2 400 $ avec assurance et taxes. Sur 30 ans, tu vas payer environ 514 000 $. Et si la maison vaut 550 000 $ à la fin, tu te dis « j'ai gagné 200 000 $. Non,
Tu as immobilisé ton argent pendant 30 ans pour un rendement ridicule sans compter l'entretien. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La maison consomme du cash avant d'en créer. Et pendant ce temps-là, ton argent n'est pas investi ailleurs. Psychologiquement, tu veux la sécurité, tu veux posséder. Mais ton cerveau confond stabilité émotionnelle et croissance financière. Quatrième piège, le crédit comme mode de vie. Regarde autour de toi. Téléphone financé, voiture financée, meubles financés, vacances en plusieurs fois. Et tu te dis, c'est normal, tout le monde fait ça. Maintenant, tu penses peut-être, mais John, sans crédit, je ne pourrais rien avoir. Justement, c'est le piège. Le crédit te donne accès à un futur que tu n'as pas encore mérité financièrement. Et tu payes ce futur avec ton temps. Prenons un exemple simple. Tu achètes une voiture à 30 000 $ à crédit sur 6 ans à 6%. Tu vas payer environ 35 800 $. Donc tu as payé presque 6 000 $ juste pour avoir la voiture plus tôt. Maintenant, imagine que tu investis ces 500 $ par mois pendant 6 ans à 7%. Tu aurais environ 43 000 $. Donc le coût réel de la voiture, ce n'est pas 30 000 $, c'est 43 000 $. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Le crédit ne te rend pas pauvre immédiatement. Il te rend lentement incapable de devenir riche. Cinquième piège, l'illusion de sécurité salariale. Tu te dis peut-être, moi j'ai un CDI, je suis en sécurité. Statistiquement, ce n'est pas vrai. Le bureau de labor statistique montre que la durée moyenne dans un emploi est d'environ 4 ans. Et pourtant, tu bases toute ta vie financière sur l'idée que ton salaire va continuer indéfiniment. Tu fais des crédits à long terme avec un revenu à court terme. C'est comme construire une maison sur du sable. Tant que ça tient, tu te sens en sécurité. Mais quand ça bouge, tout s'effondre. Psychologiquement, ton cerveau préfère une source unique stable plutôt que plusieurs sources incertaines. Mais financièrement, c'est l'inverse. Une seule source, c'est fragile. 2 ou 3, c'est résilient. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La vraie sécurité n'est pas dans ton emploi. Elle est dans ton épargne et ta capacité à générer de revenus indépendamment. Sixième piège, investir trop tard parce que tu n'es pas prêt. C'est probablement le piège le plus subtil. Tu te dis « je vais investir quand j'aurai plus d'argent ». Donc tu attends. Puis tu gagnes plus et tu te dis « je vais investir quand j'aurai stabilisé mes dépenses ». Puis tu attends encore. Et pendant ce temps, le temps passe. Un exemple brutal. Si tu investis 200 $ par mois à partir de 25 ans, à 7%, à 65 ans, tu as environ 525 000 $. Si tu commences à 35 ans, tu as environ 245 000 $. Tu as investi presque la même somme, mais tu as perdu 280 000 $ juste en attendant 10 ans. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ton plus grand ennemi financier, ce n'est pas le manque d'argent, c'est le délai. Maintenant, tu penses peut-être « Ok John, mais moi je ne fais pas toutes ces erreurs ». Peut-être pas toutes, mais tu en fais probablement au moins 2 ou 3, et c'est suffisant pour t'enfermer. Alors, qu'est-ce que tu fais concrètement? Première étape, sépare ton augmentation de ton niveau de vie. Chaque fois que tu gagnes plus, bloque au moins 50% pour l'épargne et l'investissement avant de changer quoi que ce soit. Deuxième étape, calcule ton taux d'épargne réel, parce que tu aimerais ce que tu fais vraiment. Si c'est moins de 15%, tu es dans le mode survie prolongée. Troisième étape, limite les crédits aux actifs productifs. Si ça ne génère pas d'argent ou n'augmente pas ton pouvoir futur, tu dois hésiter très fort. Quatrième étape, bloquer une réserve de sécurité de 6 mois de dépenses. Pas pour être riche, pour être libre. Cinquième étape, commence à investir même avec peu. 100 $, 200 $, peu importe. Ce qui compte, c'est le système, pas le montant. Sixième étape, automatise. Parce que ton cerveau est ton pire ennemi financier. Si tu dois décider chaque mois, tu perdras. Je vais te dire une chose franchement, la classe moyenne n'est pas un échec, c'est un point de départ. Mais si tu y restes toute ta vie, ce n'est pas parce que le système t'a bloqué, c'est parce que personne ne t'a montré ses pièges. Et voici la vérité inconfortable. Tu peux rester exactement là où tu es pendant 20 ans sans jamais te sentir pauvre. Tu auras un salaire, une maison, une voiture, et puis un jour, tu réaliseras que tu n'as jamais vraiment construit quoi que ce soit. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux comprendre l'argent au lieu de juste le subir. Et surtout, pose-toi cette question ce soir. Lequel de ces pièges est déjà en train de te coûter le plus cher? Parce que ton futur financier dépend beaucoup plus de ce que tu évites que de ce que tu gagnes.